Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents ce matin et à l'heure pour tout le monde. Nicolas Stockel, à Davest International. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour cette matinale qui va être consacrée à l'export. Matinale qu'on a montée en collaboration avec le Pôle Mer Méditerranée, dont vous êtes pour la plupart membres. Et j'ai le plaisir d'avoir à mon côté Ève Raymond. C'est notre expert export au Pôle Mer. Bonjour. Je vais tout de suite laisser la parole 2 secondes pour se présenter et puis un petit un retour sur les personnes d'Adaves qui vont animer cette matinée. Puis ensuite, on démarrera. Écoutez, bonjour. Donc, je suis vraiment, je suis la directrice du développement international du pôle mer Méditerranée. Donc, ravie de vous avoir. Alors, je ne vous présenterai pas le pôle parce que vous êtes tous membres, bien évidemment. Sachez que si vous avez assisté à la réunion du GT international en fin d'année, on vous a présenté tout le programme 2023 du pôle. Et que si vous n'y avez pas été, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous l'envoie. Donc, l'idée était vraiment de travailler avec Adinvest sur un accompagnement précis sur 2 pays, l'Espagne et l'Italie. Donc, sachant que l'international au sein du pôle, on le fait de différentes manières. C'est des salons, l'organisation de salons internationaux, c'est l'accueil de délégations, l'organisation de missions collectives et individuelles. Donc là, en l'occurrence, on essaie de vous accompagner avec Adinvest sur 2 pays en accompagnement individuel. Donc, en tout cas, sachez qu'aussi, nous serons, puisqu'on parle de l'Italie, sur le salon, on vient de lancer le recrutement sur le salon Sea Future qui aura lieu à l'Aspedia du 5 au 8 juin. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Et puis, écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette matinée vous sera profitable et qu'elle vous aidera en tout cas à développer votre business sur ces 2 pays. Merci en tout cas d'être présent. Merci Ève d'avoir travaillé sur ce sujet avec nous. Donc ce matin, le principe de la matinée, on va se prendre entre 1 et 2 heures en fonction de comment ça va se dérouler, des retours qu'on pourra avoir, des questions qu'il pourrait y avoir. Vous avez beaucoup d'infos qui vous arrivent de la part du pôle, donc on ne va pas vous redonner ces infos-là. On va compléter sur certains sujets. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est de pouvoir vous amener à la réflexion sur une potentielle stratégie export, sur les éléments qu'il faut avoir en tête. Et on a le plaisir d'avoir avec nous certains de nos partenaires internationaux. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Pascal qui va se présenter, qui est cofondateur et directeur général de l'Invest International et qui va vous parler un petit peu du déroulé de cette matinée et des gens qui sont présents avec nous. Bonjour, bonjour. Donc, moi, comme disait Nicolas, je suis un peu le chef d'orchestre de notre session de ce matin. Donc, chez Adinvest, j'ai une casquette particulière qui est celle du développement export. Donc, voilà, on m'a justement demandé de prendre en charge cette matinée. Et aussi présent avec nous ce matin, Fernando, qui est notre correspondant à Valence, en Espagne. Alors, peut-être que notre correspondant italien de Turin, Ernesto, pourra se joindre, mais il a une petite difficulté personnelle sur un dossier, donc c'est pas du tout certain. En tout cas, sachez pour ceux qui seront à Spéziac, a priori, il pourra s'y joindre là-bas. On pourra toujours en reparler d'ici là. Et donc, alors, Fernando et ne parle pas le français, donc si à un moment donné on doit basculer sur des questions vers l'Espagne, je ferai la traduction, au moins que vous soyez à l'aise pour la formuler en anglais. Thank you, Fernando, to be with us this morning for supporting this meeting. We will try not to forget you all the morning because you don't really understand French. Ils sont français et ils restent du niveau scolaire, donc on va essayer de lui faciliter la tâche là-dessus, mais sans aucun problème, n'hésitez pas. On a largement le temps ce matin de faire ces éventuels exercices de traduction si nécessaire pour bien vous aider à avancer. Une précision, plus d'organisation. Si vous avez des questions, vous dites, et surtout pas, vous passez par le chat. Carla de Collière, qui est avec nous ce matin, qui est notre community manager, nous accompagne et nous aide sur toute cette gestion des questions. Donc, n'hésitez pas, on les traitera soit en temps réel, soit le moment venu en fonction des sujets. Et ne vous gênez pas, c'est le moment justement de mettre un peu toutes ces questions sur la table. Voilà. Alors, merci Nicolas de cette précision. Moi, j'aurais juste une petite comment dire, mise en bouche pour vous expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner. On va essayer d'être beaucoup dans l'interactivité. Donc, ce matin, c'est-à-dire
la logique, c'est de vous donner, comment dire, Pascal, vous êtes en mute. Pardon, c'est moi, faute, excusez-moi, on a un micro commun, c'est moi qui ai coupé où il ne fallait pas. Pardon. Donc, excusez-moi, donc je parlais dans le vide, je recommence. Oui, ce que je précisais, c'est que en termes de règles du jeu, pour vous expliquer comment va fonctionner notre session, petite première partie de contexte de deux, trois exemples, pardon, de situations diverses, de modalités d'approche export. Ensuite, on va se séparer en deux petits groupes pendant une dizaine de minutes pour accompagner une réflexion, c'est-à-dire ce que ça vous met, ce que ça vous fait dire, questionner de manière un peu plus concrète en petits groupes animés d'un côté par Nicolas et par moi de l'autre. Et ensuite, on reviendra ensemble plus sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur les problématiques de mise en œuvre dans ce contexte-là. Alors, j'avais une première question, je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec l'usage dans Zoom de la notion de réaction en levant la main et tout ça, mais j'avais une question à vous poser qui serait intéressant d'avoir comme réponse. C'est aujourd'hui, parmi tous ceux-là, ou tous ceux qui sont autour de la table, que ceux qui ont une expérience export lèvent la main. Ce serait intéressant de savoir parmi nous ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas pour être trop mis en contribution, mais simplement pour savoir au niveau du groupe où vous en êtes les uns et les autres. Voilà, merci beaucoup et on démarre. Donc, je vais lancer mon partage d'écran pour vous permettre de suivre un slideshow qu'on a préparé pour l'occasion. Alors, on va commencer par quelque chose je dirais de très simple et très court, mais en 2 slides, je vous dire quand même qui nous sommes, parce que je ne pense pas que beaucoup d'entre vous nous connaissent ou peut-être connaissent Nicolas à travers le pôle. En tout cas, c'est intéressant de faire un petit rappel. Donc, Adinvest, on peut faire quelque chose de très simple. Alors, ça a créé en 2012, enfin 2009-2012. Au départ, on était sous un format associatif. On est passé sous un format privé à partir de 2013-2014. Et aujourd'hui, Adinvest, c'est une plateforme d'affaires privée, c'est-à-dire en fait un réseau d'acteurs internationaux ciblés PME, petite ETI. Vraiment, notre dimensionnement va jusqu'à 100, 200 employés à peu près en moyenne aujourd'hui. Donc, on commence à avoir des demandes un petit peu au-dessus. Donc, c'est notre métier. Et notre métier, c'est de faire de l'interactivité grâce à notre réseau. Et notre réseau, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Il représente une filiale française, donc avec une vingtaine de personnes en place ici, avec des niveaux d'expertise différents, qui ont vraiment vocation et qui sont formés et préparés pour l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Et en complément de tout ça, on a un réseau de partenaires aujourd'hui qui s'étend sur de nombreux pays, alors pas sur tous les pays bien sûr, mais sur les pays qui nous concernent. Donc je vous parlais tout à l'heure, on a Fernando avec nous aujourd'hui pour l'Espagne, peut-être qu'on aura Ernesto qui viendra un petit peu plus tard pour l'Italie, on a en Turquie M. Koutaï, on a Agnieszka en Pologne, on a Eduardo au Portugal. Donc on a un certain nombre d'acteurs présents dans les pays qui ne sont pas des Français expatriés. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est quelque chose de très important dans notre fondement. C'est-à-dire que c'est des gens de culture locale qui maîtrisent les réseaux locaux, qui maîtrisent tout un certain nombre de dispositifs locaux et de la culture locale qui permettent de faire une démarche, il viendra évitant un certain nombre de pièges, parce que même lorsqu'on est expérimenté sur l'export, les aspects culturels et locaux, techniques, fiscaux et autres sont toujours particulièrement importants. Et depuis 2 années aujourd'hui, on commence à avoir des opérations sur le continent africain, en particulier en Afrique de l'Ouest et depuis quelques mois aussi en Afrique de l'Est, au Kenya en particulier, mais ça c'est un peu pareil, c'est très récent.
Et aussi en Amérique du Sud, grâce à Fernando, qui est avec nous ici, qui est aussi quelqu'un qui passe une partie de l'année au Chili, où il est intervenant en innovation sur cette zone du globe. Donc voilà, tout ça pour bien vous mettre en avant que une des forces d'Adinvest, c'est la mobilisation justement des acteurs de nos réseaux en fonction de leurs capacités, leurs forces, leurs compétences et de pouvoir mettre tous ces éléments-là à disposition des clients, des entrepreneurs, des dirigeants dans l'orientation qui est nécessaire pour soutenir leur stratégie. Et c'est là où je veux y venir tout de suite, c'est que effectivement, on offre toute une palette de services, comme tous les accompagnants, bien sûr, mais les offres de services ne sont pas des offres plug and play. C'est quelle est la stratégie de l'entrepreneur, vers quelle stratégie veut-il déployer, vers quel pays veut-il déployer, avec quelle démarche, avec quelle capacité, avec quelle culture. Est-ce que je veux faire une croissance externe? Est-ce que je veux multiplier un certain nombre de choses? On va le regarder tout à l'heure dans plusieurs exemples de démarches export qui pourraient vous inspirer. Mais voilà, c'est un élément qui est très important, l'aspect réflexion de la stratégie au départ que vous devez conduire et sur lequel vous avez peut-être, probablement, besoin d'être un peu soutenu et guidé et sur lesquels on espère que cette session puisse vous alimenter. Donc, de fait, n'hésitez pas, comme Nicolas le précisait tout à l'heure, à préciser des questions dans le chat pour qu'on puisse y venir. Il n'y a aucune question sotte, j'allais dire, par rapport à ces problématiques-là et leur complexité. Très bien. Voilà ce qui concerne l'élément, j'allais dire, introductif de notre session d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous sommes en capacité de faire, et comment, en gros, nous le faisons. Alors, on va y venir un peu plus dans les détails. Mais commençons par le questionnement de la notion export. Alors, bon, vous savez, on sait tous que souvent, il est dit oh, les Français ne sont pas très brillants dans la démarche export. Ça a été vrai par le passé. Alors, si on peut dire, il y a quand même des gros acteurs de l'export. Hein. On le sait tous, des gros acteurs comme Airbus aussi. Vous le savez, dans le secteur maritime, quand même, la France est aussi extrêmement pointue, extrêmement en avance. Mais souvent, grâce à ces grandes entreprises et à ces grands chefs de file, les choses évoluent. C'est-à-dire, même alors, les chiffres depuis le Covid, on les a un peu moins, c'est un peu plus délicat, mais là, je vous ai trouvé quelques chiffres qui datent donc, de juste la période avant le Covid, qui montrent quand même que les niveaux d'exportation des PME françaises aujourd'hui ont quand même sérieusement progressé. On le voit en termes de chiffres sur la dernière ligne. Donc, nous progressons. Donc, il y a moins de timidité aujourd'hui à l'export. Et c'est vrai que les dispositifs qui ont été mis en place, et on pourra en reparler, c'est-à-dire à la fois les dispositifs régions, BPI, enfin, permettent aujourd'hui de se sentir un peu plus à l'aise à aller vers une démarche. À ce jour, l'Allemagne, l'Espagne sont toujours ceux qui sont prioritaires. Bon, pour deux choses, hein. Il y a de l'historique industriel bien connu. Bon, sur le numéro 1, on peut imaginer qu'avec l'Allemagne, il y a par exemple le poids des filières comme Airbus qui sont très importantes. L'Espagne, il y a le poids de l'agroalimentaire qui est très important, mais pas que. Voilà. Donc, on est quand même, lorsqu'on parle de ces deux pays-là, donc ceux qui nous concernent, donc Espagne et Italie pour aujourd'hui, on est tout de même sur des pays sur lesquels on a une proximité culturelle. Il est certain que si on parlait d'aller exporter en Arabie Saoudite ou en Thaïlande, on n'est pas sur la même problématique. Donc aujourd'hui, on ne va pas se poser la question de faire ce qu'on appelle le grand export. On se pose la question de faire de manière très pragmatique, très efficace, de l'export de proximité, donc accessible pour les PME avec les moyens des PME, et avec le risque que ça peut représenter. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'on était mauvais élèves. Enfin, on était très mauvais élèves il y a plus de 10 ans. On le devient moins, mais on a encore quand même beaucoup de progrès à faire
si on compare avec des pays comme l'Allemagne, où leurs PME sont plus exportatrices que nous, ou même comme des pays comme la Turquie, qu'on connaît assez bien maintenant pour les actions que l'on fait là-bas, où on voit beaucoup de PME exportatrices. Donc, il n'y a pas à être timide. La France a des capacités. C'est avant tout une problématique de démarche. Voilà. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais revenir, parce que, bon, vous voyez, le chiffre que je vous ai mentionné quand même, tout en bas à droite, voilà, la France exporte quand même 500 milliards aujourd'hui. Et la progression en 2021 par rapport à 2020, chiffre corrigé quand même, donc par rapport aux effets Covid, il y a de la progression. Donc, soyons pas timides et soyons confiants sur la capacité des entreprises européennes, françaises, à exporter en Espagne, en Italie, et voire même un petit peu plus loin si on en a la capacité, les envies et les potentiels marchés. On y viendra. Deuxièmement, exporter pourquoi? Alors ça, c'est une vraie question. Alors là, je vous ai retrouvé des notions qui ne sortent pas, enfin, qui pourraient sortir de notre chapeau par l'expérience, si on veut, mais sur lesquelles, bon, en lisant un peu dans la littérature, vous connaissez Euler Hermès, sûrement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu lire dans un rapport qu'ils nous ont fait il y a quelques mois et qui est intéressant parce que je l'avais déjà vécu avant et on le voit souvent dans les entreprises, c'est que le premier effet de levier de l'exportation, souvent, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas sur les ventes, mais sur les achats. Donc, ce qui a un bénéfice très, très important pour l'entreprise, dans la mesure où ça permet de faire évoluer du sourcing, ça permet de faire évoluer des offres. Donc, ça a des capacités induites qui sont non négligeables et qui ont des effets à double sens. Donc ça, c'est très important. Et même parfois, c'est le tout petit premier pas à mettre en œuvre avec un effet très limité. C'est-à-dire, acheter, c'est plus simple que de vendre, si on peut dire. On n'a pas besoin d'aller chercher les clients, les marchés, on a juste besoin d'un sourcing de produits. On connaît les façons de les évaluer techniquement, on connaît la façon de négocier, plus ou moins, ça on peut l'apprendre, et surtout, on maîtrise moins l'impact financier, enfin on maîtrise mieux, je veux dire, son flux financier et dont l'impact est très très faible. Et en plus, un effet extrêmement positif, on acquiert la culture de la relation avec le pays. Donc, commencer à envisager une démarche export pour vendre quelque part n'empêche pas, dans un premier temps, d'avoir aussi une réflexion, capacité d'achat, capacité de partenariat, enfin en tout cas, d'échange interculturel pour monter en capacité. Ça, c'est un point qui est très important. Bien sûr, vous voyez que dans certaines réflexions aussi d'export, on a des problématiques de coûts. Est-ce que dans ma logique export, ce que je cherche, c'est du partenariat pour réduire mes coûts de production? De fait aussi pour saturer les productions. J'ai un bon exemple en tête par rapport à une unité de production de crème, de traitement du lait. Un marché export qui s'est présenté pour elle, c'était de revendre des sous-produits qui étaient quasiment des déchets de production parce que vous n'avez pas du marché, par exemple du lactosérum, ça ne vous dit peut-être rien, en fait c'est ce qu'on extrait du lait. Eh bien, certaines industries pharmaceutiques en Allemagne ou même en Pologne cherchaient du lactosérum. Donc, cette unité de production, de fait là, sans changer quoi que ce soit sur son outil de production, a pu trouver le moyen de valoriser quelque chose qui était quasiment un déchet pour elle, donc pas de coût interne, pas de surcoût de prod, et une valorisation d'un déchet qui permet, en plus, de commencer à pénétrer un marché petitement et en tout cas de maîtriser la culture. Ça fait du chiffre, ça améliore la rentabilité, c'est tout bon. Donc ça, c'est des points, je dirais, qui sont intéressants. Je veux effectivement être à l'export, mais ce n'est pas simplement un levier de croissance de chiffre d'affaires, c'est aussi d'autres leviers internes qui peuvent être mobilisés. Sur le côté business model, on y viendra un petit peu plus tard. Sur le côté valorisation d'entreprise, oui, je peux donner un exemple assez intéressant, vécu il y a quelques années, une entreprise dans le service en géotechnique
qui a sécurisé son prix de vente parce qu'il avait engagé des marchés au Maghreb. Il n'y avait pas encore de chiffre d'affaires. Mais cette entreprise, dans la mesure où elle a accepté de traverser la Méditerranée, de participer à des salons et de commencer à avoir des cotations, des devis en cours, eh bien, ça a intéressé un repreneur et ça a permis de sécuriser le prix de vente. C'était dans la géotechnique, mais ça peut exister dans n'importe quel contexte. Donc, vous voyez, quand on parle exportation, c'est pas un fusil à un coup, si on peut dire, c'est qu'il y a des effets en cascade qui interviennent dedans et des effets en cascade qui sont tout de suite générateurs de marge et qui peuvent aider à amortir le coût initial de lancement de l'opération. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce que l'on va chercher à l'export? Distributeurs, des partenaires, mais des partenaires pour faire quoi? Comment tout ça, ça s'intègre dans mon dispositif? Par quel bout je le prends? Qu'est-ce que j'accepte de partager ou pas? Ma cible? Quel pays? Quel risque politique? Quel type d'acteur? Bon, si on le prend comme ça, on va dire ça fait quand même beaucoup de questions qui se positionnent sur, pour moi, tout seul comme dirigeant d'entreprise, et par quel bout je le prends. C'est vraiment important d'avoir tout ça en tête, sans en même temps se dire que je dois avoir fait le tour de tout ça pour engager quelque chose. Ça, c'est un point qui est vraiment clé. Je vais vous donner plusieurs exemples avant de vous amener à la réflexion. Première chose, un client transporteur que nous avions parmi nos clients il y a quelques années, il y a 4-5 ans, se questionnait en disant j'en ai marre, les transporteurs polonais viennent nous manger notre marché et on n'arrive plus à progresser, ça nous casse les prix. Nous l'avons pris au mot en disant mais Frédéric, si on vous fait rencontrer un transporteur comme vous, entreprise familiale, 300 camions, en Pologne, est-ce que ça vous permettrait de comprendre ce qui se passe dans leur tête et de réagir? Sur le moment, il se dit, mais ça ne sert à rien, j'ai rien à leur vendre. Oui, peut-être. Ça vous prend 2 jours. Venez donc avec nous en Pologne, 2 jours, et vous verrez ce que ça donne. Donc là, on est dans un schéma où il ne sait pas, il ne cherche pas, où il dit simplement culturez-vous. Allez voir ce que, par exemple, le pôle propose aussi d'aller faire Aspedia. Allons voir. Prenons la température. Regardons. Cultivons. Je reviens à mon Frédéric transporteur arrivé à côté de Cracovie en Pologne, donc qui rencontre une entreprise familiale, même typologie, qu'on avait identifiée via notre partenaire là-bas. Et Agnieszka avait préparé les choses, et donc on se retrouve, pareil, le dirigeant monsieur, madame directrice financière, le fils directeur d'exploitation, enfin, même typologie. Et au bout de 1 heure, 2 heures, je ne sais plus, c'est quand même assez court, les premières discussions sont arrivées autour de ah bah tiens, les camions d'occasion, vous ne pouvez plus utiliser. Sur l'Europe de l'Est, on pourrait les démonter. Moi, polonais, ça me coûte trop cher d'aller faire les livraisons chez Ikea en France. Est-ce que vous ne prendriez pas mes remorques en Allemagne pour les livrer? Et un schéma de coopération est apparu alors que personne n'y pensait. Et là, ce matin, une demande de rang. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant de voir que sans avoir fermé une réflexion, sans avoir prédéterminer une orientation, une opportunité s'est présentée. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose toujours, c'est avoir un résultat attendu, oui, regarder toutes les options les plus larges possibles, sûrement, se dire que ce que je cherche, c'est uniquement quelqu'un qui va représenter mes produits, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant?
Est-ce que je peux partager mon savoir-faire? Oh, ben, je n'ai pas envie parce que j'ai peur qu'on me le vole. Quelle opportunité ça pourrait me présenter? Juste après, on va justement partager ces différents cas de situation à travers 3 entreprises. Une entreprise qui aura décidé de partager son savoir-faire, une qui va chercher uniquement un distributeur et une qui cherche des partenariats industriels. Et on va voir la mécanique qui est différente de tout ça. Mais avant, pour vous ouvrir ces questionnements, je vous propose que, en petits groupes, sur ces problématiques qu'on vient de positionner, là, c'est-à-dire que par rapport à la situation dans laquelle j'en suis, distributeur, partenaire, partage de savoir-faire ou pas, on va faire 2 petits groupes dans lesquels vous allez être ventilés. Et ce que je vous propose, Nicolas va être dans un des groupes et moi dans l'autre, et c'est de faire pendant 10 petites minutes, juste un petit tour de table, enfin que vous commenciez à réfléchir et à exprimer les interrogations, les questionnements, parce que c'est ça le point clé de départ de tout ça, c'est quand vous avez ça en réflexion, quelle serait, vous, comme ça, spontanément, la première approche que vous choisiriez, pourquoi, et quelles sont les difficultés que vous imaginez, et que vous puissiez en parler 10 minutes, et on y revient derrière. Donc, ne touchez à rien, vous allez vous retrouver, j'allais dire, ventilé dans deux salles différentes, et on reprend cette discussion dans moins d'1 minute. On va faire ça, donc je vais lancer le process. Et Pascal, par contre, il faudra que tu te décales par rapport au son avec ton PC ou le décale. Ou que tu prennes avec le PC de Carla, parce que si on discute en même temps, ça va créer des effets de Larsen. Alors, je regarde comment sont calés les... Donc, Pascal, tu es dans la salle 1. Yes. Et moi, je vais rejoindre la salle. Et voilà, normalement, vous devriez m'entendre. moi, il faut que je... Vous pouvez activer vos micros pour le coup. Voilà, vous avez pu rejoindre la salle, effectivement. Donc on est quelques-uns, on est 5 ou 6 là. Fernando, if you need, please ask me if you need translation or something else. Thank you. Ok, l'idée dans cette petite salle entre nous là, c'est peut-être déjà pour ceux qui ont eu ou qui envisagent de lancer de l'export, un peu nous partager ce que vous avez fait en 1 minute, hein, et peut-être mettre sur la table, enfin dans cette table virtuelle, les difficultés que vous avez rencontrées, les succès que ça vous a apporté. On peut faire un tour de table. Je vois qu'Isabelle a ouvert son micro. Isabelle, je vous laisse la parole. Ah, eh ben allez. C'est bon, vous m'entendez tous? Moi, je vous entends en tout cas. Donc, normalement, tout le monde vous entend. Voilà. C'est bon. C'est bon, allez. Donc, Société Aquatech. Non, vous ne connaissez pas ce qu'on fait, forcément. Donc, allez-y. Ouais. Donc, en fait, on est une société, une start-up basée à Montpellier et on propose des solutions qui permettent, grosso modo, d'économiser de l'eau en cible de clientèle, principalement les campings. Donc, on a plusieurs solutions et c'est pour ça qu'on se posait la question pour l'export. On a des solutions qui permettent aux piscines, plutôt que les eaux de rinçage partent au tout à l'égout, de les remettre en circuit fermé grâce à notre innovation et donc de réduire fortement la consommation en eau. Et sur le marché espagnol, forcément, on se disait qu'il y a aussi beaucoup de campings qui ne sont pas très, très loin de chez nous géographiquement, par exemple entre la frontière et Barcelone. Et aussi pour les campings, on a des solutions qui permettent de collecter
tout ce qui est les eaux grises et eaux noires, donc l'eau des douches et l'eau des toilettes, pour les mettre dans notre micro-station d'épuration et pour s'en servir, entre autres, soit pour rejeter en milieu naturel, soit pour arroser les espaces verts. Donc des produits et services totalement exportables, pour le coup. Ah oui, totalement exportables. Voilà. Après, soit on installe nous-mêmes si c'est à côté, soit après on trouve des réseaux d'installateurs sur place pour installer les produits, enfin les installations qui ne sont pas très, très compliquées à installer. Et après, on pose aussi voir des capteurs pour justement qu'ils puissent voir les consommations en eau réduites, d'électricité aussi réduite, et permettre d'avoir des chiffres pour faire des analyses. Donc, c'est vrai qu'on a commencé forcément sur la Méditerranée, l'océan Atlantique, et on se dit que on se rend compte dans des salons qu'on a eu quelques contacts avec des campings côté espagnol qui ont fortement cette préoccupation et qui, des fois, ont moins de normes qu'en France à respecter, de contraintes. Voilà où on en est actuellement. Donc, c'est vraiment que le début de la réflexion de l'export. OK. Et qu'on a des gens en interne chez nous qui parlent espagnol. Donc, on s'est dit pourquoi pas l'Espagne. Donc, vous avez fait de manière pragmatique en disant on a déjà des compétences ou des possibilités d'appuyer notre démarche, allons-y. Oui, voilà. OK. Donc, en cours de réflexion pour pouvoir attaquer d'autres pays, si je comprends bien, c'est ça, hein? Oui, ouais, tout à fait. OK. Et on se dit, opérationnellement, soit on commence, parce qu'on sait qu'il faut semer longtemps avant de récolter. Enfin, on est quand même sur des décisions, sur des gros marchés, et on voit que les signatures, c'est assez rare que ça se fasse vite. Donc, c'est vrai que peut-être se dire qu'on commence tout doucement cette année à semer, à voir si ça prend, et après, pour mettre vraiment le coup d'accélérateur l'année prochaine, quoi. OK, donc vous avez une réflexion stratégique de fond avec un plan d'action déjà établi, mais encore des zones d'ombre, si j'entends bien. Ah oui, c'est vraiment dans les réflexions du début d'année qu'on s'est dit, tiens, ça serait bien pour augmenter le chiffre à moyen terme de faire de l'export. Merci pour cette… Sans négliger la France. Oui, bien sûr. Oui, le marché domestique, c'est souvent celui qu'on oublie un peu. Il y a des cas hein, effectivement, où ce n'est pas forcément le plus logique. Ça nous est arrivé. Hein, d'avoir des clients qui disaient on n'avance pas comme on voudrait, ça bouge beaucoup à l'international. Et effectivement, l'analyse et la réflexion a fait qu'à un moment donné, c'était plus logique de démarrer sur des pays limitrophes que sur la France, pour des questions culturelles souvent sur certains produits. Oui. Après, si on voit que ça prend bien en Espagne et que les signatures se font plus vite pour X raisons, on va aller au plus rentable. Merci pour ce témoignage. Oui. Je vous laisse la parole à quelqu'un d'autre qui veut un peu s'exprimer. Jean-Marie, peut-être? Ouais, Jean-Marie, donc je suis directeur commercial chez TMI Orion Dynamics, société basée à Montpellier. Alors, nous, on est dans le domaine de la robotique sous-marine, dans le sens où on développe des ROV, enfin des sous-marins téléopérés depuis la surface. On a une multitude de produits associés, etc., etc. Bon, moi, j'ai démarré from scratch en mai, c'est-à-dire que je suis le seul salarié de la société et je m'adosse au point de vue équipe à l'équipe de TMI Orion, qui a un secteur d'activité complètement différent, mais je me repose au niveau R&D sur l'équipe, etc. Alors, je suis arrivé, les produits existaient depuis 3 ans, mais il n'y avait rien qui s'était passé commercialement parlant. Donc, mais par contre, je bossais depuis 15 ans dans ce domaine-là, dans une autre société. Donc, j'ai rapidement, je connaissais déjà les marchés, sachant que dans l'autre société, on bossait à 80% à l'export. Hein. Le marché national est très concurrentiel et très concurrentiel, donc c'est très difficile. Moi, ma stratégie, bien entendu, ça a été de partir direct à l'export en montant un réseau, en essayant de monter un réseau. Le réseau monde, hein, Asie, USA, Europe, enfin voilà, je suis parti dans tous les sens. Et j'ai eu la chance, alors ça a été très long, très long. Oui, le facteur temps est toujours important sur ces… Et merci LinkedIn, hein, parce que tous les contacts, je les ai trouvés sur LinkedIn.
avec des outils. Là, j'ai pris Sales Navigator, etc. Enfin bon, je me suis un peu équipé. Et puis, j'ai eu la chance de trouver de très bons partenaires. À savoir qu'aujourd'hui, on a des distributeurs en Chine, on a 2 distributeurs en Chine, à Taïwan, Singapour, Italie, Espagne, UK, Écosse. Enfin voilà, j'ai commencé à monter le réseau. Et puis, je dirais que depuis le début d'année, alors il faut savoir que les saisons offshore, elles se passent de par la météo, c'est vraiment plein pot de mars à octobre, novembre, ça bosse très fort en offshore. Et puis l'hiver, c'est un peu plus calme. Et là, début d'année, là, je sens que ça commence, enfin, le fruit du travail commence vraiment à payer. Pour info, j'ai eu un Teams avec Singapour hier et j'ai signé un distributeur vraiment qui rayonne à partir de Singapour sur l'Asie. Dès la fin du meeting, j'étais déjà reparti avec un cahier des charges pour des caméras 6000 mètres de profondeur. Ce matin, j'avais un mail comme quoi ils avaient besoin d'un ROV. En Écosse, pareil, ça déboule dans tous les sens. Et surtout, à travers ces partenaires, je vais avoir la capacité de faire, il y a 4 salons qui me concernent, monde, San Diego, Southampton, Londres et Asia. Et à travers les partenaires avec qui j'ai signé, ben, je suis accueilli sur les stands. Donc, en plus, on optimise les frais, c'est-à-dire qu'on ne paye pas. J'ai juste à payer l'envoi de matériel et tout le monde m'accueille. Donc, je vais faire San Diego en février. Ensuite, je pars à Aberdeen sur Subsea Expo. Je serai à Singapour en avril sur le stand de mon nouveau partenaire. Je vais à Ankara. En fait, on s'aperçoit que quand on trouve les bons partenaires, mais c'est d'une efficacité redoutable immédiatement, quoi. Donc, moi, c'est vraiment mon feedback que j'ai. Et puis, en France, ben, je développe très peu parce que c'est tellement concurrentiel avec des solutions faible coût, etc., que je n'ai pas mis mon énergie sur la France, mais plutôt sur le monde. Et ça commence tout juste à payer là, avec un début d'année tonitruant, quoi. Voilà. Super, très, très intéressant, Jean-Marie. C'est bien parce que là, on voit bien que c'est des sujets qui sont toujours à prendre en compte. Le temps, le facteur temps. Le facteur temps, là, j'ai souffert. Hein. J'ai appris. Ouais, en fait, j'ai appris la patience. J'étais directeur industriel pendant 15 ans, où ça partait dans tous les sens tous les jours. Mais là, j'ai vraiment appris la patience d'installer, de ne pas avoir de réponse, de relancer, de trouver le bon, mais qui n'est pas dispo, qui te donne rendez-vous dans 2 mois. Waouh, ça a été chaud. Hein. Donc, facteur temps, qualité du contact. Qualité du contact, absolument. Ça. Et puis, bon ciblage du marché. Voilà, c'est un peu les éléments que j'entends votre témoignage. Jean-Marie, j'ai une question de Franck. Ouais. Roche qui demande vos robes sont-ils civils ou militaires ou les deux? Les deux. Donc les deux marchés sont pas mal. On a des solutions qui démarrent à 100 mètres, de 100 mètres à 3000 mètres de profondeur, applications civiles et militaires. Ok. Merci Jean-Marie pour ces infos. Effectivement, on voit bien qu'on retrouve un peu les éléments qu'a partagé Pascal tout à l'heure, le fait de dire la réflexion, par où on part, ça prend du temps, donc on ne s'improvise pas exportateur demain matin. Ça nécessite quand même à la fois de la réflexion, des moyens et du temps. Donc, il faut anticiper. Absolument. Peut-être un petit mot, Franck. Je sais que on le connaît, Franck, hein, parce qu'on a discuté encore hier soir, mais ton parcours est intéressant, le métier que tu as pu faire à travers Bus Défense. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui en 2 mots, hein, ou 2 points précis de nécessaires pour réussir un export? Je vais déjà commencer par féliciter Jean-Marie, qui a quand même un sacré parcours en toute humilité. Donc, je le félicite pour son développement export parce que, il y a un parcours industriel avant, tu as dit beaucoup de patience, etc. Et donc, oui, je pense qu'on a tous vécu ça. Donc, moi, j'ai 58 ans, donc j'ai un parcours essentiellement aéronautique défense. Et c'est ma 2e boîte que j'ai créée en début d'année. Donc là, je suis dans du conseil, donc j'accompagne les startups TPE, PME en matière de développement commercial en France et potentiellement aussi à l'export, mais je vais expliquer un petit peu comment je fonctionne. Et donc, typiquement, Jean-Marie, tu as pris la fonction commerciale au sein d'une boîte qui, pendant 3 ans, a fonctionné un petit peu avec ses propres moyens, avec certainement un brillant ingénieur qui a développé ses solutions. Et moi, je suis là un petit peu justement pour accompagner ce type de boîte.
comme je l'ai dit à Nicolas et comme je l'ai dit à qui veut l'entendre, la France est un pays d'ingénieurs. Et malheureusement, on pêche souvent sur le côté commerce. Donc, je suis là justement pour accompagner ce type de boîte et potentiellement à l'export. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans ce que je fais. Effectivement, alors, Nicolas, tu as dit, j'étais 10 ans chez Airbus. J'ai un parcours dans tout type de boîtes, des petites, des moyennes, des grandes, dont Airbus, que j'ai quitté il y a 1 an. Ce qui me permet d'adresser effectivement tout type d'interlocuteurs en taille d'entreprise, mais aussi en termes de département, parce qu'on peut avoir affaire à des commerciaux, à des acheteurs, à des chefs de projet, des chercheurs, j'en passe et des meilleurs. Et mon parcours m'a permis de m'adresser à tous ces gens-là. Alors, je suis comme tous les commerciaux, hein, on reste à un niveau verni, hein, on n'est pas des experts, on s'appuie sur des experts, mais on reste à un niveau verni. Et typiquement aujourd'hui en France, donc moi je m'adresse, comme je l'ai dit, à cette population, donc start-up, TPE, PME, pour structurer le développement commercial qui peut passer par un développement export. Et le deuxième volet, et que je vais illustrer très concrètement, c'est justement le développement à l'export. Mais là, je vais m'adresser à des sociétés qui sont à l'étranger et qui souhaitent s'implanter en France. Donc, je suis plutôt dans l'export inverse. Et qui va potentiellement générer aussi un développement export pour les sociétés que je vais solliciter en France. Je prends un exemple très concret. Je vais faire le salon, on a parlé hier avec Nicolas, je vais faire le salon IDEX, qui est un salon spécialisé dans la défense. Hein. Je crois qu'il y a quelques intervenants là qui participent à la réunion qui sont aussi dans la défense. Le salon IDEX est un gros salon aux Émirats Arabes Unis dans le domaine de la défense et la sécurité. Et j'y vais pour proposer mes services justement pour ces sociétés émiraties qui souhaitent trouver en France soit des clients, des partenaires, des distributeurs, des fournisseurs. Et ce que je mets en avant, c'est effectivement la connaissance du réseau et de la culture locale qui est très importante. Alors quand on est, malgré tout, quand on est en Europe, il y a aussi des différences culturelles. Hein. Même avec l'Italie, l'Espagne, il y a déjà des différences culturelles, mais évidemment, elles sont accentuées quand on parle de grand export et les Émirats, ça commence déjà à être un peu particulier. Donc ça, c'est ce que je propose aux entreprises étrangères. Et typiquement, voilà, on peut imaginer une entreprise qui fabrique des robes aux Émirats Arabes Unis et qui cherche un distributeur, un partenaire en France. Voilà, c'est un exemple. C'est ce que disait tout à l'heure Pascal avec le camionneur polonais, hein, français en fait, hein, qui disait pourquoi faire. Mais en fait, les opportunités, souvent, elles se créent aussi dans les salons. Je suis un fervent défenseur, promoteur de la participation au salon professionnel parce que ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait jamais autrement. Voilà. Je ne sais pas quelle était la question, mais c'est ma réponse. Juste pour respecter le timing, je ne sais pas que je veux te couper absolument la parole, mais simplement, je vais résumer ton propos en disant qu'effectivement, une des solutions, c'est de participer à des salons. C'est important, effectivement, mais ce n'est pas valable pour tous les secteurs. Et ça a un coût, donc il faut quand même l'intégrer, c'est important. Moi, ce que j'aime dans ce que tu nous dis, c'est que là, on parle ce matin d'entreprises françaises qui veulent partir à l'export. Ben, il ne faut pas oublier que l'inverse est vrai aussi. Hein. On peut devenir, nous, le distributeur ou le relais ou le complémentaire de quelqu'un qui voudrait se développer sur la France. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Je peux intervenir? Juste une seconde, Jean-Marie, je vous demande la parole. D'accord. Je vais juste qu'on finisse le table avec Christophe après. Et puis, du coup, on fera un tour rapide si vous avez des compléments. Donc, juste pour terminer sur ces aspects-là, la qualité des contacts et le réseau qu'on développe permet effectivement d'aller au bon endroit et assez vite. Christophe, de votre côté, vous avez peut-être quelque chose à nous partager? Alors, bonjour, je m'appelle Christophe Giltin, je suis ingénieur technico-commercial chez Arché Océan. Donc, Arché Océan, c'est une boîte qui fabrique de l'acoustique, c'est notre spécialité. On a souvent été systémier, c'est-à-dire qu'on a créé de l'acoustique pour 300 AUV pour Aramco. Et on a souvent créé des systèmes pour la défense. Donc, on a voulu changer une stratégie et se baser sur la vente de produits. Donc, on démarre dans ce concept. Pour nous, on apprend un peu tous les jours là. Et notre but, c'est de trouver à l'étranger des distributeurs dans un premier temps. On vise un marché qui va être celui des fabricants de ROV. Donc, c'est pour ça je suis content de parler avec Jean-Marie et de son expérience. Et on vise aussi tous les prestataires de services. Voilà, parce qu'on va essayer de fournir des systèmes acoustiques peu chers pour positionner des ROV et des AUV sous-marins.
Votre stratégie de développement export, Christophe, ça va se baser sur quoi? Sur votre expérience, sur le réseau que vous avez déjà? Comment vous voyez les choses? Alors, sur notre expérience, on a déjà un réseau de connaissances. Quand, par exemple, en France, on a un partenariat avec le distributeur Subtop, mais juste pour la France. Et on va se développer petit à petit, on aimerait se développer à l'international. OK. Jean-Marie, vous aviez un commentaire à faire ou une info à apporter? Oui, oui, tout à fait. Et dans le cadre, enfin, moi, j'essaye toujours de mettre en place des win-win collaborations, hein. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, enfin, ce que tout le monde disait dans l'inverse, donc on cherche à développer le business vers l'export, mais finalement, les gens qu'on contacte et qui ont des produits propres, ils sont très contents de pouvoir également proposer un catalogue. Et c'est ce qui s'est passé avec mon distributeur écossais, où il a tout un catalogue et que maintenant, bah, je le représente en France. Donc, c'est vraiment une vraie collaboration bilatérale, quoi. Super intéressant. OK, merci. Juste avant qu'on réconcilie les deux groupes et qu'on continue la matinée, il y a Fanny avec nous. Alors, Fanny, toi, tu parles pour le pôle maire. Est-ce que tu as un commentaire à faire, une info particulière ou quelque chose que tu veux ajouter? Il n'y a pas d'obligation. Non, mais écoutez, déjà, je pense que j'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer certains d'entre vous en présentiel, même si j'ai rencontré certains de vos collègues pour TMI, Aquaeco et Archéocéan. Moi, je prends des notes sur ce que vous dites, comme ça, nous aussi, on peut rester à l'affût d'opportunités pour vous. Et bien évidemment, quand vous avez des demandes particulières, alors, Nicolas est là pour vous aider, mais nous aussi, on peut essayer de voir dans notre réseau qui on a. On a pas mal de clusters dans nos réseaux qui, justement, sont très orientés business et sont toujours à la recherche de nouveaux produits technologiques. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins. Là, j'ai pris des notes, donc je pense qu'on pourra en rediscuter ultérieurement. N'hésitez pas aussi à regarder ce qu'on a dans notre programmation salon, notamment, Isabelle, je pense à vous. Nous allons exposer sur Polytech, qui est quand même un énorme salon dédié à l'environnement. Et on devrait sortir une proposition bientôt pour des stands sur notre pavillon. Donc, les salons, c'est un investissement en termes de temps. Surtout, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile de mobiliser du monde. Mais souvent, ça peut être un très bon vecteur pour signer des contrats presque immédiatement. Sur le salon des maires, vous n'avez rien? Quel salon, pardon? Le salon des maires qui a lieu en général fin d'année à Paris, enfin octobre-novembre. Non, on n'a rien de prévu sur celui-là. D'accord. Oui. Bon, très bien. Vous voyez qu'en quelques minutes, déjà, on a fait des liens, donc c'est parfait. Je referme la salle, on se retrouve tous au même endroit. À tout de suite. Voilà. Normalement, on est de nouveau tous ensemble. Pascal, je te redonne la main. C'est bon? Tout le monde est revenu? Oui. Bon, bien parfait. Bon, effectivement, on peut constater qu'il y a eu de l'interactivité dans les groupes d'échange. C'est bien, c'était ce que comme on n'a pas... On a abandonné le fait de le faire en présentiel pour aller en distanciel. On tenait quand même à ce qu'il puisse y avoir un moment d'espace partagé parce que ça nous permet, et je ne sais pas dans le deuxième groupe, mais dans le groupe dans lequel j'étais, de mettre en avant une chose, c'est que les échanges, l'ouverture, la discussion, il y a des socles, il y a des complémentarités, il y a des choses quand même qui apparaissent d'une manière claire. Et c'est là qu'on veut nous faire pointer par rapport à tout ça. Ça va vous parler maintenant qu'on a aussi échangé là-dessus, c'est que dans notre démarche, nous, on a constaté des choses qu'on constitue maintenant notre socle méthodologique. Il y a 3 bases qui sont vraiment essentielles pour pouvoir avancer d'une manière, je ne vais pas dire efficace, parce que l'efficacité, c'est toujours difficile à quantifier, mais on va dire secure, si on peut employer ce terme anglais, c'est-à-dire qui nous permettent de gérer le risque sur le déploiement d'une solution internationale. La première, c'est la notion de compétence et de savoir-faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on a comme savoir-faire interne
aussi bien dans la partie export, c'est-à-dire compétences langue, support, tout ce dont on peut avoir besoin dans les savoir-faire métiers, on va dire purement sur la fonction export, mais aussi sur le cœur du savoir-faire des produits. Il y en a dans le groupe, il y en a qui sont dans le secteur défense, donc on sait par exemple du partage de savoir-faire, on fait très attention là-dessus, il y en a d'autres, tous on fait toujours attention à notre partage de savoir-faire, et on a tendance des fois à trop vouloir le sécuriser, mais se poser la question sur certains périmètres du savoir-faire et des compétences que l'on peut valoriser, que l'on peut partager, c'est aussi peut-être dans des coopérations à deux sens, la possibilité de récupérer des technologies et des savoir-faire pour étoffer son catalogue, faire évoluer son business model et ouvrir vers d'autres opportunités. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment essentiel, nous, dans le constat que l'on fait. Vous verrez dans l'exemple qu'on va décliner après, c'est-à-dire que la bonne prise en compte de ce spectre possible ouvre des possibilités de discussion et de collaboration lorsque l'on doit rentrer dans un pays et où si on ne fait pas un ancrage avec un partenaire fort où on va tirer de la valeur ajoutée aussi, le résultat est beaucoup moins performant sur place. Donc, ses compétences internes, métiers, produits et externes. Il faut essayer de le penser aussi de manière systémique avec les partenaires, les sous-traitants. Le deuxième, c'est quand même le financement de tout ça, parce que dans les partages que vous avez eus, entendu parler de salons, de déplacements, de VIE dans certains pays. Voilà, donc tout ça, c'est tout ce qu'on a beaucoup plus partagé, ce sont des coûts, plus que vous voyez bien l'écran, là, tous, il n'y a pas de problème de partage d'écran? Non, tout va bien. Non. Ah, bon, d'accord, parce que j'avais un retour autour de moi comme quoi le partage d'écran ne fonctionnait pas. Donc, je vois. OK. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est que pour l'aspect finance, il y a toute cette problématique qui intervient, c'est que se lancer dans l'opération sans se poser la question de comment je vais le financer, parce qu'on sait tous, dans les exemples qu'il y a eu là, c'est intéressant d'avoir partagé ça, c'est un chemin au long cours. Donc, si on engage quelque chose et qu'ensuite on est obligé de l'arrêter, il vaut mieux l'engager plus doucement en fonction de sa capacité de financement. Aujourd'hui, bon, sur les volets, vous savez qu'avec la BPI, ou si vous ne le savez pas, il suffit de taper à la porte. Il y a des dispositifs qui existent, il y a des dispositifs régions aussi qui existent. Bon, là, le pôle là-dessus a ce qu'il faut aussi pour vous informer. Mais toute cette partie-là, il faut aller la capter. Comment est-ce que je vais investir sur ça, surtout lorsqu'on est une PME. Alors, certains sont des PME adossés à des grands groupes, donc il y a moyen de négocier des choses, mais ça, ce volet du financement est particulièrement essentiel. Ensuite, on bascule sur cette partie. On bascule sur cette partie. Juste on vérifie. Ah voilà, ça y est. Excusez-moi. Le partage d'écran n'était pas fait correctement. Excusez, c'est un problème de compétence de l'opérateur. Ce n'est pas un problème de technique, c'est la compétence de l'opérateur, j'en suis désolé. Donc oui, je vous disais, cette partie du financement. Première partie, les compétences internes, savoir-faire, produits. Deuxième partie, le financement. Qu'est-ce que je finance? Où je vais chercher mes fonds? Comment je m'organise? À quel moment je peux générer du cash? Comment je peux... Et puis, troisième volet. Alors, je ne sais pas dans l'autre groupe, mais dans le groupe dans lequel nous on était, tout le monde en a parlé. Des réseaux. Et ça, tout le monde a conscience de ça, et ça fait vraiment plaisir à voir. Sauf que je pense que, comme dans tous les cas, on sous-estime la force de nos propres réseaux. C'est-à-dire que même quand on commence à avoir une démarche qui est un peu avancée, ou pas, qu'on soit au tout départ ou même quand on est au milieu, être toujours en situation de réévaluer le potentiel de son réseau, de questionner des choses. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de ce transporteur qui ne connaissait pas la Pologne, mais que nous, on connaissait la Pologne et on l'a emmené là-bas pour lui faire rencontrer les gens qui lui correspondaient. Voilà, ça, c'est la force d'un réseau. Donc, le réseau, il faut le questionner d'une manière forte
avec une orientation stratégique, avec une volonté de questionner, avec une volonté d'aller capter de l'information pour gagner du temps. Ça, c'est un point clé. Et c'est votre réseau, mais c'est aussi le mapping avec, j'allais dire, les trous qu'il peut y avoir dans la raquette avec votre réseau. On peut toujours se dire, voilà, on fait de la cartographie de son propre réseau, on le positionne sur sa stratégie et on voit, il y a des trous. Ça peut aider. Certains, tout à l'heure, exprimaient le fait, les priorités entre mes pays, comment je les choisis, je ne sais pas trop. Ça peut être une façon d'arbitrer ces choix sur les priorités entre les pays. C'est très pragmatique. Est-ce que j'ai les points d'entrée, j'ai les réseaux, j'ai les bonnes personnes? Dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, il y en a qui disent je suis implanté en tel pays, parce que ça a été des opportunités. Mais à partir de là, je voulais structurer. Oui, on veut toujours chercher à structurer, mais il faut faire attention à savoir ce que l'on structure et ne pas chercher à se fermer la porte aux opportunités qu'offrent les réseaux. Ça, là-dessus, nous, l'expérience nous montre que, et en plus, vous savez, dans la dimension export, il y a des aspects réglementaires, il y a des aspects techniques, mais avant tout, c'est la confiance que l'on peut établir avec ses partenaires sur un pays qui fait que ça marche. Donc, le facteur humain reste un élément clé dans le dispositif. Ça, c'est un point vraiment déterminant. Donc, je vous ai dit compétences en 1, 2, la stratégie financière et 3, la dynamique des réseaux. Alors, je voulais vous parler de 3 exemples. On ne va pas rentrer dans le détail des 3 parce que je vois qu'il est déjà 1 heure avancée. On pourrait passer 1 heure sur chacun d'entre eux, mais 3 cas. Un cas d'un éditeur de logiciel, ou ça peut être une solution produit comme on a eu tout à l'heure. Et c'est un éditeur de logiciel qui n'arrivait pas à pénétrer nos pays latins. Donc, c'est un éditeur de logiciel RH, peu importe, et qui n'arrivait pas à pénétrer sur ces pays-là. Pourquoi? Après une évaluation certaine, c'est que la solution était mal traduite. Et personne ne lui disait qu'il y avait des déficits de traduction, ce qui fait que les solutions ne paraissaient pas terminées. Et donc, tous les potentiels distributeurs disparaissaient. Le fait d'avoir choisi des partenaires dans une approche de distribution pays qui était différente, plus partenariat plutôt que pur distributeur, c'est-à-dire trouver un partenaire qui contribue, donc un acteur local qui a contribué à finaliser le niveau de langage de la traduction, a permis de faire une meilleure acceptation pour les autres distributions. Donc, oui, je cherche un distributeur, c'est bien, ça peut sembler logique dans la démarche du logiciel, mais dans les logiciels, parfois, il faut aussi faire attention à, je n'ai pas tous les savoir-faire en interne. Oui, il avait des personnes compétentes qui savaient l'espagnol, le français, l'italien, pas de problème, mais qui ne le connaissaient pas à un niveau suffisamment avancé de langage, et dans la traduction des écrans et des documents, et ça s'est ressenti dans la distribution et c'était un échec. Ça a été corrigé par ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un point, même dans une solution de distribution de produits, on peut être surpris. Le deuxième, plus simple. Un constructeur on va dire, de caillebotis industriels. Vous allez me dire, ça, c'est du produit simple, ça se manufacture, ça se distribue. Bon, en plus, c'est une entreprise en Turquie. Et eux, le prix de la Turquie, donc c'est pas cher, ils peuvent vendre partout, ils seront compétitifs. Sauf que c'est une PME. Et qui se sont battus pendant, j'allais dire, de nombreux mois face aux 2 gros acteurs de ce produit-là, qui sont un Allemand et un Canadien, qui sont des monstres de plusieurs dizaines de milliers d'employés, donc avec une force commerciale plus forte. Quelle solution a été trouvée, d'après vous? La solution, elle est apparue à faire une alliance avec d'autres PME, donc une italienne et une bulgare, qui font des produits industriels connexes, complémentaires, il y a quelques recouvrements, mais il y a un début de consortium qui s'installe pour avoir une masse critique et un catalogue plus large pour continuer à rentrer dans les grands comptes. Donc là aussi, on est dans du produit, mais on fait de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'une concurrence fait qu'il
il a fallu se positionner de manière différente pour pouvoir, comment dire, gagner des parts de marché face aux gros acteurs qui sont présents. Et le dernier, on est sur de la cybersécurité. Donc là, on pourrait dire services et produits. Et on va rentrer un peu plus dans le détail de celle-ci, parce que dans celle-ci, on veut faire pointer une certaine complexité que j'ai entendue tout à l'heure dans la parole de certains. Et vous allez voir comment on peut mixer les choses. Alors, là, on est sur une entreprise, PME, 15 employés à l'époque, ciblée sur des grands comptes, et en particulier, comme cette entreprise est basée à Toulouse, un grand compte industriel, vous pouvez imaginer, qui s'appelle Airbus. Et qui lui a dit à un moment donné, si vous n'êtes pas en capacité d'intervenir sur nos sites en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, on vous sort des appels d'offres. Donc là, il y avait une question un peu de survie, quoi, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Et nous, quand on a été en contact avec lui à l'époque, on lui a dit, vous n'avez pas beaucoup de solutions. C'est soit vous avez de beaux contrats et vous cédez votre entreprise à un groupe, ou il vous faut entamer une démarche export. Alors, une démarche export, petite entreprise, certes avec une grosse valeur ajoutée, mais compliquée à 15. Donc, il a fallu se poser la question. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis très dépendant d'un certain nombre de grands comptes. J'ai une couverture géographique limitée que je dois étendre et j'ai peu de levier commercial. La seule solution qui s'est avérée possible, c'est de penser partenariat. C'est-à-dire de se dire, j'ai les savoir-faire, mes savoir-faire en sécurité, en cyberattaque, bon, très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux les déployer dans le secteur bancaire et dans le secteur aéro. Si tu pouvais trouver un partenaire dans un autre pays et un partenaire qui apporte des choses complémentaires, ça pourrait faire un bon deal, n'est-ce pas? Une collaboration s'est construite, a été accompagnée, bien sûr, entre cette entreprise et l'Université de Valence, sur des axes en plus d'innovation, utiles pour la valorisation de l'entreprise, et avec une université qui avait un pôle très fort en sécurité, en cybersécurité, mais aussi en safety industriel. Intéressant. C'est-à-dire que mon entreprise, SCACI, à ce moment-là, se retrouve à développer une collaboration qui a pu faire l'objet d'un financement par l'Union européenne, donc je vais dire c'est un peu royal. Et en plus, j'acquiers et je rebondis sur la notoriété de l'université, très active sur mon métier en Espagne. Donc, j'acquiers de nouveaux savoir-faire. Donc, de ma cybersécurité, je peux ramener du savoir-faire safety en France. Donc, j'étends mon catalogue en France. Non seulement je fais de l'export, mais j'étends mon catalogue en France. 2, je profite du réseau professionnel de l'Université de Valence, qui a des accords, qui prend des étudiants-chercheurs, qui fait des contrats avec les grandes entreprises, et je bénéficie en même temps de toute la reconnaissance des réseaux aussi interprofessionnels. Résultat, cette petite entreprise, elle s'est retrouvée 4 ans après avec 50 personnes, un bureau à Madrid, un centre de R&D qui s'est développé en partenariat avec l'Université de Valence et qui a permis de développer un certain nombre de nouveaux produits, et en particulier dans les logiques safety, qui sont présents en Espagne et en France. Intéressant aussi sur le fait que l'entreprise, ça lui a permis de faire évoluer son business model. Elle est passée d'un modèle qui était un modèle pur service à un modèle produit en complément. Donc, on voit sur cet exemple-là que penser d'une manière, j'allais dire, ouverte la collaboration
pas à 100% basé sur le modèle de l'entreprise initiale, mais basé sur la construction d'un partenariat. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile parce que ça a imposé aux dirigeants de cette entreprise, j'allais dire, d'ouvrir ses chakras. Et pour quelqu'un qui est un peu paranoïaque dans le monde de la safety, ça peut être assez courant. Ça n'a pas été très simple, mais ça lui a pris peut-être 6 mois, mais en moins d'un an, il a en plus trouvé des financements européens, et en 5 ans, il est passé de 15, en 4 ans et demi, il est passé de 15 à 50 employés, avec une entreprise qui est très rentable. Donc, vous voyez, le point qu'on voulait citer, c'était cet aspect-là, c'est-à-dire les compétences, mon savoir-faire. Je trouve des savoir-faire complémentaires. C'est le cas de ce que je suis allé chercher là-bas, en Espagne. Donc, j'ai mis en place une collaboration. C'était bien parce que l'université, elle cherche quoi? Elle cherche aussi à valoriser ses axes de recherche. Je l'ai fait en valorisant ça avec des partenaires dans le privé. Très bien, l'université, elle est contente. Je valorise un savoir-faire supplémentaire sur ma safety et sur les réseaux espagnols. J'ai les liens. J'ouvre une agence, j'ouvre une antenne, je fais du chiffre d'affaires. Donc, pour lui, ça a été vraiment une opération particulièrement, j'allais dire, à coût extrêmement réduit, parce qu'il a pu tout faire en autofinancement avec juste un tout petit peu de soutien BPI et un petit financement d'un projet européen. Réflexion sur quelques pistes qu'on a sorties un petit peu comme ça, qui viennent en fait des choses de notre réseau, tout bêtement. On dit, tiens, on va faire un atelier avec des membres du pôle mer, posons-nous la question dans le réseau de ce qu'il peut y avoir de choses qui touchent la mer et des vrais sujets qui sont des acteurs, comment dire, des vrais projets quelque part sur la planète qui peuvent faire des points d'ancrage. Vous voyez, ici, on vous en a listé 3. Alors, Oman, c'est un peu loin, on est loin de l'Italie et de l'Espagne, mais c'était intéressant à soulever, c'est que ce n'est pas des pays, ce n'est pas des régions où on aurait une stratégie d'y aller. Mais sur une démarche d'opportunité, c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout sur des gens de produits, parce que là, par exemple, ce pays a une problématique aujourd'hui où dans les eaux territoriales, ils se font spolier les zones de pêche par des acteurs internationaux, et aujourd'hui, le gouvernement cherche des solutions pour faire de la surveillance de ces zones de pêche. Et automatiquement, ils ne les ont pas dans le pays. Ça, c'est des sujets sur lesquels, effectivement, des acteurs et les membres du pôle sont clairement des gens qui pourraient s'y positionner. Ça fait une opportunité export particulièrement importante de valorisation d'une solution. Tout à l'heure, dans un des groupes, quelqu'un parlait de collaboration avec des universités. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le projet de l'entreprise Scassi, mais là, par exemple, il faut savoir que la ville de Valence, avec son port, a été reconnue par l'Union européenne comme étant un smart port, comme ils disent. Et donc, il y a aujourd'hui, comment dire, des financements européens qui sont énormément présents là-bas dans le développement d'activités innovantes sur le port de commerce, mais aussi un peu en déclinaison sur la marina, et qu'il y a des investissements en smart cities, IoT, sécurité, et donc une volonté d'être vertueux aussi dans les ports de l'avenir. Bon, ça, on découvre ça. Qu'est-ce que quelqu'un peut en faire dans sa stratégie? Intéressant de s'ouvrir, de se positionner. On sait que cette ville, elle a été classée parmi les 3, alors je ne sais plus quels sont les 3 autres, les 2 autres, je crois qu'il y en a une du Nord, je ne sais plus si c'est pas Hambourg ou Stockholm, mais qui sont parmi les 3 villes vertueuses en Europe là-dessus. Il faut surfer sur ça. Il faut se dire comment mon offre produit peut se positionner là-dedans et comment mon réseau peut m'aider à rentrer. Bon. Sans vouloir faire trop de promotion pour Adinvest, mais bon, le coordinateur du projet Smartport, on le connaît. Donc, si ça intéresse des gens du pôle mer, on peut toujours faire le lien. On vous en a mis un autre au Portugal. Alors, ce n'est pas du tout sur de la technique, mais sur du biologique. Il y a des petits clusters qui sont légèrement, enfin, ne sont pas du tout de la taille du pôle mer Méditerranée en termes, ce n'est pas des pôles de compétitivité pareil, mais par exemple, ce cluster Algae, je crois qu'il y a à peu près une 50aine de membres, 80 membres, sur Porto, avec des liens avec des universités, avec une volonté export, avec des financements
européens aussi, qui sont énormément impliqués dans la valorisation des algues à des fins cosmétiques et alimentaires. Et eux, c'est des acteurs qui cherchent des collaborations en France. Tiens, y a-t-il des liens à faire? C'est ça la force des réseaux. Et c'est pour ça que globalement, nous, on cherche toujours à faire cette mise en lien. Et c'est important que chacun d'entre vous, il y ait cette veille. C'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie, parce que tout à l'heure, j'en ai entendu dire il faut de la méthode, il faut de la stratégie. Oui, oui. Mais il faut avoir toujours les écoutilles ouvertes aux opportunités. Parce que c'est ça qui font la mise en œuvre. Ah. Ève, tu voulais intervenir? Oui, j'interviens parce qu'on parle de réseau depuis un bon moment. Et effectivement, là, pour le coup, le pôle est aussi une belle entrée dans beaucoup de choses. Et notamment, Exactement. on a des accords de coopération avec beaucoup de clusters. Le cluster Algae, on le connaît. Voilà. On a vraiment des rapports. On a signé des accords de coopération avec des clusters, justement, pour avoir des entrées pays qui permettent de les avoir. Et donc voilà, quand on parle de réseau, le Palmer en est un à lui tout seul. Hein, donc voilà. Exactement. Et ça, c'est très important. Et en plus, c'est important que tu aies intervenu. Merci, Yves, parce que c'est important de mentionner que vous pouvez, en tant que PME, vous pouvez avoir une stratégie export, mais le pôle en lui-même a une stratégie export. Donc, en plus, ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, si vous, votre projet export, il est là aussi dans le sens où ça soutient la stratégie export du pôle, il y a un double effet accélérateur à prendre en compte dans tout ça. Ça, c'est un élément clé, merci de l'avoir rappelé, c'est clair, parce que tout à l'heure aussi, quelqu'un dans d'autres groupes a parlé du projet de Samid. Le pôle lance des projets collaboratifs de cet ordre-là, et c'est vraiment intéressant pour toutes les PME d'être en veille là-dessus et de se positionner, parce que certes, ce sont des petites choses, on dit « Ah, c'est long, ça met du temps à arriver ». Oui, oui. Mais les effets accélérateurs derrière sont hyper importants. Et si on se débrouille bien, pendant le temps que ça se passe, ce n'est pas hyper chronophage. Mais ça ouvre des opportunités énormes. Donc, restez connectés avec ce que Ève mentionne, c'est-à-dire ces réseaux de clusters qu'il y a, et de les intégrer sur le mapping de votre stratégie export, c'est quelque chose qui est vraiment déterminant dans la réflexion du succès. Alors, quelques petits à la volée, juste des petits tips, comme diraient nos camarades anglo-saxons, difficiles à traduire en français, mais des post-it, des choses qu'il ne faut pas oublier, des petits mémos. Il y a quatre sujets qui sont vraiment importants qu'on a mentionnés là. Faire du multicanal, différents secteurs, différentes valorisations. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par ça? Toutes les sous-valorisations des produits que je peux imaginer. J'ai un produit qui est fini, mais je pourrais en faire autre chose. C'est un exemple en tête qui me vient là, juste en parlant, c'est qu'une place de marché que l'on a comme client, une place de marché dans le secteur de la construction en Turquie, s'est rendu compte que la technologie qu'ils ont développée pour cette place de marché intéresse une boîte d'IT polonaise. Donc, ils vont probablement faire un deal sur lequel la plateforme technologique va être cédée en marque blanche pour un autre usage en Pologne. Et ça va leur permettre de rentrer sur le marché polonais. Donc, ce n'est pas leur cœur de base, mais c'est une partie de leur savoir-faire qui est valorisable. Ça génère du cash, ça aide à avancer. Financer. Tout à l'heure, on en a parlé. Là-dessus, il y a plein d'aspects. Financement BPI, des financements avec des aides régions, là-dessus, le pôle aussi peut aider, et y compris, on en parlait juste à l'instant, à travers le projet de Samy, d'autres projets de collaboration avec d'autres pôles que mentionnait Ève, c'est le moyen pour les PME de s'accrocher là-dessus pour réduire les coûts, parce qu'on sait qu'en moyenne, c'est 2 ans pour atteindre le point mort sur une opération export. Donc, pour une PME, ça peut gréver le cash énormément, parce que si on a un coût Covid qui passe au milieu ou autre chose, les 2 ans, ça devient tout de suite 3 ou 4. Et là, on a vite fait de passer dans le rouge et des fois même d'arrêter les opérations et de gâcher tout le travail fait. Donc, vraiment, pensez à ça et de bien gérer son assurance crédit et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est les points très, très importants.
On a, nous, actuellement, tout à l'heure, je parlais du Kenya, on a un dossier au Kenya où c'est une entreprise, heureusement, que là-bas, elle signe avec Lafarge. Parce qu'elle était en fragilité, et le fait que le contrat il est signé là-bas avec Lafarge pour un certain nombre de choses, eh bien, on a pu, sur cette qualité des signatures, sécuriser une assurance crédit pour pouvoir fiabiliser des paiements et que l'entreprise puisse se retourner. Sinon, elle était vraiment en très, très grande difficulté. Donc, cet aspect de l'export, ce n'est pas uniquement du cash interne, mais c'est plein d'outils, y compris les outils que fournissent nos banquiers, voire même certaines banques internationales en fonction des sujets. Les infos, le réseau, les infos. Mettre une démarche de collecte d'infos en permanence, c'est des antennes. C'est des antennes, c'est des antennes. Et je ne saurais trop, l'expérience nous le montre, qu'il faut les vérifier en permanence et il faut les partager. Et il faut aller les chercher auprès des bonnes personnes dans les bons réseaux. Donc, ne cherchez pas à faire trop d'études. On n'est pas contre la logique, étude de marché, documentaire quelque part. Il faut bien partir de quelque chose. Mais l'information que peut vous donner un contact local, certes, elle va être pas exhaustive, pas limitée, mais elle est pragmatique, elle est concrète. Il faut sortir de notre défaut culturel, où on est un pays de culture, ingénieur, analyste, et on fait des études. On fait des fois des grosses et des longues études, analyse de marché. Le problème, ce n'est pas ça, c'est de trouver une affaire et de la signer. C'est ça qui génère du cash, ce n'est pas de dépenser à faire des études. Donc, des fois, si vous avez un bon contact en Sicile, alors que vous voulez vous implanter à Turin, vous n'allez pas dire non, tu n'habites pas Turin, on ne va pas signer ensemble. Non. Et c'est peut-être la personne qui a la bonne information pour nous faire rentrer au bon endroit. Et ça, il faut y faire vraiment hyper attention. C'est-à-dire être structuré, mais bien qualifié et être agile sur ces éléments-là. Ressources humaines, organisation. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un point sur lequel aussi l'agilité est essentielle. Il faut avoir un cadre, il faut cadrer, mais il faut s'adapter. Accélérer, réduire, lié au portefeuille financier. Un pays, je l'ouvre, je ne l'ouvre pas, je décale d'un an, j'attends un contrat, je ne l'ai pas, je bascule sur un autre. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on sait tous que depuis le Covid, le digital, et là, ce qu'on fait aujourd'hui, on est bien la preuve, on le passe sur beaucoup de choses. Ça facilite énormément les démarches export aujourd'hui, et nous, à Davest, on en est bien les premiers à en profiter pour accélérer nos opérations sur différents pays avec toutes les visios que l'on fait pour accélérer les dossiers. Mais, néanmoins, il ne faut pas négliger le fait que le digital ne remplace pas l'humain, l'établissement de la confiance, la vérification de fait d'un certain nombre de choses, la création de la relation. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très important de le faire et de s'entourer avec tout ça. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'un soutien Business France dans ce pays? Est-ce que je suis dans un pays à risque? Est-ce que je m'adosse à un gros acteur qui est sur place? Est-ce que l'assurance crédit me suit sur cette place? Toute cette partie-là, c'est mon organisation interne et externe. J'avance en escadrille, comme dirait Michel Audiard. Mais ça, c'est vraiment important de bien se penser sur ces 4 axes-là. Mes différents axes de distribution possibles. Comment je finance chacun de ceux-là? Je reste agile. Où je vais chercher les infos? Comment je profite de mon réseau? Et comment j'ai mon escadrille d'organisation interne-externe qui fonctionne avec mes prestataires? Ces 4 dimensions-là, vous devez les avoir en tête en permanence pour ajuster cette stratégie et ce dispositif. Et pour terminer, voilà, on vous donne 7 qualités qui sont celles que vous devez sûrement avoir et sur lesquelles à vous de vous auto-évaluer en permanence et de savoir là où vous êtes bon. On repart sur notre sujet des compétences de tout à l'heure. En tant qu'Adinvest, nous, quand on est dans une logique de soutien et d'évaluation de l'entreprise sur sa maturité, sa capacité à avancer sur un axe ou sur un autre, que ce soit pour un pays pas trop loin ou à chaque fois, que ce soit l'Espagne ou que ce soit le Kenya ou Oman, que vous parlez tout à l'heure, on reprend ça. Est-ce qu'on est au clair sur notre stratégie?
Est-ce qu'on a le flair, on est sur quelque chose qui tient la route ou pas? Où est-ce qu'on en est sur notre volet innovation là-dessus? La prudence, bien sûr, mais aussi les 3 derniers qui sont en dessous. Parce qu'on pense souvent aux 3 premiers, mais les 3 derniers qui sont en dessous sont particulièrement clés. S'adapter, s'entourer et savoir persévérer. Parce que aller trop vite sur plein de pays en même temps, j'ai un bel exemple d'une entreprise toulousaine où ça a failli la planter, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une vingtaine de pays en moins de 2 ans, ça a failli mettre l'entreprise à l'envers, ils en ont fermé la moitié dans l'année qui a suivi. Donc, pas aller trop vite, et surtout persévérer sur un pays pour avoir, si on s'est trompé de partenaire, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter le pays, il faut changer de partenaire. On a commencé à investir sur un pays, on s'est trompé, on analyse pourquoi, on rebondit. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur cette démarche export et sur le fait que, bon, on a Fernando qui est avec nous aujourd'hui spécifiquement pour le côté espagnol. Certains d'entre vous ont déjà des implantations en Espagne et ça peut être intéressant de partager les questions qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de tout ça. Et on est tout à fait, nous, ouverts dans le temps qui nous reste. Là, maintenant, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il nous reste. Voilà, il nous reste une demi-heure à pouvoir partager avec vous des questions, des échanges, des partages. Et sachez que, je dirais globalement, nous, ce qu'on avait proposé au pôle maire aussi par rapport à l'organisation de cet atelier, si on l'avait fait en face à face, mais comme on ne le fait pas en face à face, on peut quand même tenir notre engagement, c'est qu'on s'est proposé de faire sur ces axes-là un soutien, une mini-évaluation de l'entreprise, en tout cas sur une base d'un entretien d'1 heure auquel, si certains d'entre vous sont intéressés, sans bien sûr totalement gracieux, c'est avec plaisir pour vous aider à avoir cette photographie. Mais ces points-là, pour nous, c'est lié à notre expérience terrain et on considère que c'est la bonne façon de l'aborder pour pouvoir avoir un bon résultat dans le choix des orientations sur le pays qu'on choisit. À votre disposition pour les questions, Ève en a une et Fernando est aussi à disposition. On fera les traductions pour répondre à toutes les questions qui peuvent concerner l'Espagne, sachant que Ernesto n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, mais les questions qu'il peut y avoir sur l'Italie, on les prendra aussi, on pourra vous y répondre en off après par mail. Ève, moi, c'est plutôt un retour d'expérience sur lequel j'insiste parce que je m'en suis rendu compte après plus de 15 ans à l'international. C'est vraiment la connaissance de la façon de faire des affaires dans les pays sur lesquels on va se positionner, parce qu'on ne fait pas du business au Japon comme on fait du business au Brésil. Et je me permets juste de vraiment d'enfoncer le clou là-dessus parce que on s'est vraiment rendu compte que ça pouvait être une catastrophe selon la façon d'aborder le sujet avec certains pays, quoi. Donc voilà, c'était juste un retour d'expérience que je voulais faire parce que je l'ai vécu. C'est très, très juste. Merci de remettre une couche là-dessus parce que oui, on aurait peut-être pu rajouter, oui, la modestie est restée humble parce que chaque jour nous apprend qu'on peut tomber dans des panneaux d'un pays sur l'autre. C'est tout à fait juste. Expérience ou pas expérience. Exactement. En tout cas, juste pour vous remercier parce que en plus, on a eu un échantillon d'entreprises qui était à la limite de différentes maturités. Donc, c'était surtout le côté intéressant parce qu'on est vraiment dans le positionnement, on lance l'export ou au contraire, on est déjà dans une démarche export plus mature. Et c'est effectivement dans le cadre de la stratégie du pôle, c'est ce qu'on recherche, hein, c'est aider les boîtes qui veulent juste se lancer. Donc, comme vous l'avez dit, les opportunités, il ne faut pas les négliger non plus. Une démarche structurée est importante après, mais du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et surtout le parcours que vous avez cité, tous les appuis qu'on peut avoir sont vraiment importants. Merci en tout cas. C'est vrai, c'est important Ève, de le rementionner, nous on voulait le faire aussi, et surtout ne pas faire une démarche en solo. On est sur des environnements complexes, à la fois par rapport à, j'allais dire, la nature des produits ou des services. Alors en plus, quand on a des problématiques services, certains d'entre vous, je l'ai entendu, ils ont quand même ces volets services particulièrement importants. Et la façon de pratiquer les services dans les différents secteurs ne s'applique pas de la même façon pays par pays. Donc, de fait,
c'est quelque chose qui est déterminant. Enfin, nous-mêmes, on le vit tous les jours et Fernando pourrait en parler. Oui, Fernando, peut-être que toi, Fernando, maybe you have one from your side, one question or two for the French companies who are there. So feel free if you have, I can translate for having the answers. Okay. Well, actually, yes. I guess that some of the experience that they have found in France could be replicated in Spain. So my question would be, what are the we use normally to have a good value proposition? What are the problems that they found in their respective businesses, in their respective cluster that could perhaps be the same in Spain? We are talking about some pains that they found, and probably we can find the same problems, the same situation, the same pains in Spain, and they could be replicated. Now we can perhaps with a wide and big eyes, we can find with good ears to listen, we can find the same problems in Spain. So that would be my question. Okay, thank you, Fernando. Donc je fais une traduction de ce que Fernando a expliqué, et je pense que c'est un point important qu'il mentionne, c'est-à-dire que ne pas aborder un pays de la façon dont on voit sa propre offre ou son propre produit, mais l'aborder, et c'est ce qui est expliqué par rapport au sujet qui concerne en tout cas sur la culture espagnole, l'aborder par la pain, donc comme il a dit, c'est-à-dire la difficulté qu'on vient résoudre. Parce que culturellement, la façon de le résoudre peut être légèrement différente. Et si on vient avec notre solution toute faite, ou en tout cas la solution préparée pour le marché français, peut faire qu'on tombe à côté. Donc, bien se positionner toujours en termes de démarche, de proposition de valeur, qu'est-ce que je viens résoudre comme problématique? Ce n'est pas qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je viens résoudre comme problématique? C'est vraiment très important. Je vais vous donner un petit exemple qui concerne Adinvest. Nous, on a voulu à un moment donné, il y a une petite année, trouver le moyen de rentrer en Turquie, parce que c'est un pays qui est à forte croissance, qui a des problématiques. De façon, soit on se dit, voilà, on cherche de la sous-traitance pour des entreprises françaises. Et en fait, on a questionné le sujet un peu différemment. On a dit, mais c'est quoi les problématiques des PME turques aujourd'hui? Est-ce qu'ils auraient besoin de prestataires comme nous et pour faire quoi? La problématique qui a été renvoyée, elle a été très simple. 2022, inflation à 40% au mois de juin. Les entreprises turques, plus elles peuvent facturer en euros ou en dollars, mieux c'est. Donc, la priorité, si vous voulez trouver des affaires, c'est les entreprises turques qui sont capables d'avoir du business en euros, donc exportation de produits sur les autres marchés. Si on cherche à vendre autre chose, ça ne marchera pas parce que tout ce qui est intérieur, si on le vend en lire turque, ça diminue la valeur pour l'entreprise. Donc, pas se préoccuper de ce qu'on peut vendre, mais quelle est la problématique auxquelles les cibles avec lesquelles on veut travailler fait face, et c'est ce qu'exprimait Fernando, quel pain je viens résoudre et qu'est-ce que je peux résoudre. Ça, c'est important, de fait, d'avoir une offre qui est vraiment ciblée sur le pays. Limiter le push. Le push, ça peut être bien dans la logique produit, et encore, pas toujours, parce qu'on n'a pas la bonne logique de prix, ou on n'a pas la bonne innovation au bon moment, ou on n'a pas les bons équipements qui s'intègrent comme il faut. Donc, très attentif à ça. Merci, Fernando. Thank you. Est-ce que d'autres personnes parmi vous ont des questions particulières auxquelles on pourrait répondre ce matin avant qu'on clôture en douceur cette matinée? Vous avez la parole. Questions ou commentaires d'ailleurs. Hein, oui, ou des remarques sur des choses.
bon, a priori, les propos ont été clairs. On va pouvoir effectivement terminer cette matinée. Je suis désolé, j'ai un peu de contre-jour, donc ce n'est pas génial en termes d'image. Merci beaucoup à tous les participants. Merci d'avoir pris ces quelques minutes tout à l'heure pour échanger entre vous. Vous voyez qu'en quelques minutes, on est capable de réfléchir à des potentialités de réseau. C'est quand même une des clés importantes du développement export. Merci Pascal pour ton intervention et tous les éléments que tu as pu nous donner avec les exemples. Et enfin, merci au maire de nous avoir reçus à distance, j'allais dire. Voilà, on se verra bientôt de toute façon. À travers Eve, on garde le contact, bien entendu. La proposition de Pascal est d'actualité. Si vous souhaitez qu'ensemble, on travaille sur un premier niveau d'audit pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre situation d'export, on le fait avec grand plaisir. Et sur cette première approche, ça vous est offert. Donc, profitez-en, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je suis à votre disposition pour faire le lien et pour prendre l'avance sur ces sujets-là. Peut-être une petite idée, si vous voulez développer votre business sur l'Italie, par exemple, en s'appuyant sur Adinvest pour vraiment faire de l'accompagnement individuel. On peut aussi réfléchir, comme on est sur l'Aspedia en juin, combiner une sorte de mission, un accompagnement individuel qui pourrait être pertinent, puisque là, pour le coup, l'événement peut être aussi une façon de développer votre business en même temps qu'un accompagnement individuel. C'est une position, enfin en tout cas, ça peut être pertinent sur l'Italie par rapport, alors on est sur le secteur défense, sur le salon C-Future, mais civil et défense, avec effectivement le passage de beaucoup de marines étrangères, etc. Donc voilà, réfléchissez un peu, ça peut être aussi pertinent pour vous de mixer à la fois une mission, un appui d'Adinvest sur le pays et la participation à un salon qui voilà, j'allais dire quand on est une PME et qu'on a beaucoup de frais de déplacement, ça fait partie des réflexions stratégiques qui peuvent être intéressantes. Voilà, c'est une proposition, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous met en contact avec Nicolas et Pascal. De toute façon, on vous enverra les transparents avec les contacts de tout le monde, il n'y a pas de souci. Et juste, je rebondis sur ce que Eve vient de dire, c'est intéressant, c'est-à-dire que sachez par rapport à la démarche que proposait Nicolas, nous avec Ernesto en Italie, c'est-à-dire que si on vous aide à faire un premier flash comme ça de vision, on peut vous faire aussi un retour très rapide, c'est-à-dire en disant, bon voilà, par rapport au questionnement que vous avez et au réseau qu'on a en accès grâce à notre partenaire Ernesto depuis Turin, qu'est-ce qu'on peut vous ouvrir ou pas. Donc ça mange pas de pain, c'est toujours cette question d'opportunité qu'on disait tout à l'heure. Posez la question et après vous serez en mesure de donc soyez très libre par rapport à ça. Très bien, merci à vous tous. On clôture maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Le replay. Ah oui, précision, me dit Carla, effectivement, vous retrouverez, mais je vous ferai passer le lien, l'intégralité de ce replay sur notre chaîne YouTube. Vous aurez effectivement les slides qu'a partagé Pascal et vous aurez en complément quelques infos un peu plus chiffrées sur ces deux pays dont on a parlé. Le reste, en one-to-one, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous, au revoir.